Radio Souffrante, la station des rapins, 100 fois Nino sans Corbette, l'émission accueil du 20 septembre 2021, consacrée pour sa partie artistique, c'est-à-dire tout de suite, maintenant et sans attendre, à Josso, un caricaturiste libertaire, mais pas que, du 19e, début 20e siècle. Il est mort après la guerre, je crois en 47. 1951. Oh, ça comptait, voilà. Donc, ça vous allez bien écouter, bien ouvrir vos pavillons de phono, là, parce que c'est quand même un petit peu chargé comme balade. Ouais, une pointure, ce Gustave Josso, en fait, dont le nom, à mon avis, a été quasiment oublié, même si ses dessins sont encore utilisés et sont une référence en matière de caricature, mais je pense que son nom est passé un peu à la trappe. Et moi, du coup, je remercie ma copine Laurence, Lolo, pour la découverte de ce Josso. En fait, elle m'a prêté un bouquin qui est de Yann Demello, qui s'appelle Mon Objection, et sur la couverture, c'était justement une caricature de Josso. Caricature passive, oui. Caricature passive, non, c'est des anarchistes avec de quoi faire sauter, mais justement, Josso, lui, a voulu, on verra, se distinguer il est libertaire, anarchiste, individualiste, et donc il se démarque. Il aime bien rester en dehors. La plupart des anarchistes. Il aime bien rester en dehors de tout mouvement. Mais donc cette petite caricature m'avait attirée, donc en fouillant, je me suis dit mais voilà, on a un sujet d'émission vraiment super. Donc il est Josso est caricaturiste, affichiste, aquarelliste, peintre, écrivain, et il fait donc partie des grands dessinateurs de la fin du 19e qui ont définitivement marqué l'histoire de la caricature. Il est aussi pacifiste, antimilitariste, anticlérical. C'est un éternel révolté, un anarchiste individualiste. Et on peut citer parmi ses collègues Grandjouan, on avait interviewé la petite fille, Stenlen, Vallotton, Juan Gris, Villette ou Léandre, autant de pointures. Et si on a pu en parler aussi, c'est parce qu'il y a eu une exposition à la Bibliothèque Fornet à Paris en 2011 avec un bouquin très complet que j'ai pu emprunter à la bibliothèque à Paris. Et il y a un site par Viltard, qui est un site qui répertorie justement un des spécialistes de Josso, donc un site qui est très très bien fait. Donc comme d'habitude, je vais commencer par raconter un petit peu sa biographie. Donc qui est ce Gustave Josso? Il naît en avril 1866. Il a une ascendance paysanne bourguignonne du côté de son grand-père qu'on surnommait Brisac, qui veut dire briseur, et ça suscitait l'admiration donc de son petit-fils. C'était un homme, le grand-père, réputé pour sa force physique, son caractère irascible, mais aussi son bon cœur. Donc le père de Josso, lui, quitte la terre pour une compagnie d'assurance et il devient ce que Josso haïra, il devient un bourgeois, c'est-à-dire un parfait bourgeois. Donc sa mère, elle, est une femme instruite, éduquée, qui est belle et douce de caractère, mais malheureusement, elle meurt quand Josso a 3 ans. Il va être scolarisé chez les frères des écoles chrétiennes, puis chez les jésuites, ce qui pourra peut-être expliquer aussi une partie de son anticléricalisme futur. C'est évident. Et à 12 ans, il rentre au lycée Carnot et il passe beaucoup de temps à lire des romans et à dessiner dans ses cahiers. Son père se remarie et là, Josso ne s'entend pas du tout avec sa belle-mère. Il est donc placé après en internat, la vie de famille devenant vraiment un enfer, mais il est exclu de cet internat 7 mois plus tard parce qu'il avait menacé d'y mettre le feu. Donc il tente l'école de la marine, mais renonce aussi à son projet pour s'enrôler comme volontaire dans l'armée, mais son père lui refuse cet enrôlement. Il est engagé conditionnel comme sous-lieutenant et donc il va passer 3 étés en exercice et finalement en démissionnera. Donc il sympathise avec une lingère qui était employée par son père et celle-ci attend un enfant, donc de Josso. Il a 19 ans et il va refuser de rompre avec elle. En fait, ils auront une fille qui s'appelle Irma et on verra qu'il va rester toute sa vie donc avec cette lingère. Ça, c'est vraiment une belle histoire. Il finira par l'épouser même quand son père mourra. Et donc là, il commence une carrière bureaucratique à Paris, au siège de la compagnie d'assurance de son père. Mais il n'y restera pas et il a hérité de son grand-père, ce qui lui permet quand même de voir venir pour les 10 prochaines années et de se consacrer à la peinture et aux arts graphiques. Donc il est assez évasif sur sa formation, il fait un passage éclair chez Jean-Paul Laurence. Jean-Paul Laurence, c'est un des principaux représentants de l'art académique. Et il fréquente un atelier libre où Eugène Carrière vient corriger 2 fois par semaine. On retrouve toujours des noms qu'on connaît. Eugène Carrière, on avait aussi consacré une émission, savoir que son musée est à Gournay-sur-Marne.
Et il débute sa carrière de caricaturiste à 27 ans dans des revues dijonnaises puis montmartroises comme le journal qui s'appelle La Butte. Donc il fréquente les symbolistes, il est reconnu des symbolistes aussi, et lassé des ateliers parisiens, il se prend de passion pour la Bretagne qu'il va parcourir entre 1892 et 1905. Il rencontre les Nabis, il croise Renoir, Gauguin, et là il commence à travailler comme affichiste. Et la première de ses affiches sera, on verra, pour un producteur de pain d'épices. Il va exposer aussi dans une galerie parisienne, au Salon des 100, à la Libre Esthétique en Belgique, et il collabore à des revues littéraires et artistiques comme La Critique, l'Imagier, L'Épreuve. On sait qu'à cette époque-là, la presse était vraiment foisonnante. 1896, c'est le drame de sa vie, c'est sa fille Irma qui meurt à 11 ans d'une méningite foudroyante. Donc désespéré, Josso va se tourner vers le spiritisme, espérant garder ainsi un contact avec elle. Et sa femme, Victor Hugo. Ouais, et sa femme et lui décident de quitter Paris. Et jusqu'en 1904, ils s'isolent durant de longues périodes dans des villages de Seine-et-Marne. Et ils vont faire un premier voyage en Tunisie. Donc son père meurt. Donc Josso est maintenant rentier, donc là il n'a plus du tout de soucis pour vivre, pour l'économie, donc il se projette dans cette vie créative qui est loin donc de toute contrainte économique. Une réelle prise de conscience politique est perceptible dès 1896 dans certains dessins, et on est en plein dans le contexte de l'affaire Dreyfus, dans la séparation de l'Église et de l'État, dans le développement des mouvements antimilitaristes, les luttes syndicales, les militants anarchistes. La loi de juillet 81 a aboli la censure, donc la presse devient plus libre, et donc des écrivains, des artistes, des intellectuels qui sont sensibles aux injustices sociales se sont rapprochés des idéaux libertaires, et il y a des publications anarchistes donc avec des artistes qui deviendront des peintres célèbres comme Pissarro, Signac, Maximilien Luce et Kupka. Josso participe à l'Assiette au beurre dès le premier numéro en 1901. On verra, il publiera 300 dessins, donc 18 numéros complets. Et 1904, il va plutôt prendre ses distances avec la caricature, et là, il souhaite apprendre à peindre. Donc on reviendra sur sa vie de caricaturiste dans la deuxième partie, je dirais un petit passage, et c'est pareil sur son apprentissage de la peinture. Il rompt avec le journal L'Action, avec La Raison et l'Assiette au beurre. Il entame un voyage en Corse et en Tunisie durant 5 mois. Il revient en France, il s'installe à Rueil-Malmaison avec sa compagne, et puis il va reprendre finalement sa collaboration à l'Assiette au beurre. Il effectue un 3e voyage en Tunisie, et là fait de la peinture orientaliste. 1909, il voyage en Algérie, en Tunisie, il s'installe à Nefta, et puis il revient en France en 1910, il fait beaucoup d'allers-retours, avant de repartir définitivement en Tunisie l'année suivante, et là il y restera 40 ans sans jamais revenir en France. Il va même se convertir à l'islam, il va changer de nom, il va prendre le nom de Abdou El Karim, il va même rédiger un livre qui s'appelle Ma conversion, et il publie des articles dans la presse tunisienne. L'islam soufiste. Voilà, mais après justement, en 1924, c'est là qu'il va s'initier au soufisme auprès d'un maître. Il continue de faire des expositions à Dijon et à Paris, mais finalement, il abandonne ses références à l'islam et reprend ses vêtements occidentaux et son patronyme d'origine. Donc en fait, il ne veut aucun maître dans sa vie. Mais c'est vrai que son parcours mérite l'attention, parce qu'en fait, on sent qu'il y a ce drame avec la mort de sa fille où il cherchait quand même comment survivre à toute cette peine, quoi. Donc il garde des contacts avec la revue Maintenant, avec Le Libertaire, et c'est dans celui-là qu'il publiera son dernier dessin de presse en 1946. Sa femme meurt en 1947. Et lui rédige ses mémoires qu'il appelle Goutte à goutte. C'est un manuscrit de souvenirs, et il décède en 1951. Oui, et pour l'anecdote, mais pour une mince anecdote, Camus a découvert Josso enfant chez lui. Il y avait des revues illustrées par Josso, et il dit que c'est lui en quelque sorte, qui lui a donné la vocation de dessinateur. Il voulait faire comme Josso. Voilà, c'est curieux, un tout petit comme ça, ouais, qui a. Moi, remarquez, c'est pas comme parce que perso, si je peux me permettre, hein, c'est pas quelque chose de fondamental, mais moi c'était les pieds nickelés. Eh bien oui, ça a participé à ma formation de l'esprit,
parce que les pieds nickelés, c'est des vrais anards, quoi, voilà. Et cette espèce de rigolade permanente, de pas se prendre au sérieux, de truquer tout ce qui leur tombait sous la main. Voilà, moi c'est les pieds nickelés, lui c'est Josso, c'est plus prestigieux Josso que les pieds nickelés, mais bon. C'est vrai que des dessins, des cartoons, etc. peuvent vraiment influencer une vie. Ouais. Et on va voir justement dans sa carrière artistique comment il va régler ses comptes, oui, avec l'Église, avec l'armée, avec l'autorité, et puis avec aussi ce milieu bourgeois qu'il a haï et toutes ces pressions familiales. Ça, il publiera plusieurs albums dans lesquels il va régler tous ses comptes comme. Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé, l'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes croasser leur stupide chant? Ils voudraient encore les brigands salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et les teignoirs, sous la calotte et les teignoirs. Mais de nos bulletins de vote, nous accablerons ces gredins. Et les voix de tous les scrutins leur crieront à bas la calotte. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Quoi ces curés et leurs vicaires feraient la loi dans nos foyers? Quoi ces assassins de nos pères seraient un jour nos meurtriers? Seraient un jour nos meurtriers? Car ces cafards de vile race sont nés pour être inquisiteurs. À la porte les imposteurs, place à la République, place aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Tremblez coquins, cachez-vous traîtres, disparaissez loin de nos yeux. Le peuple ne veut plus de prêtres, patrie et loi, voilà ses dieux. Patrie et loi, voilà ses dieux. Assez de vos pratiques niaises, les vices sont vos qualités. Vous réclamez les libertés, il n'en est pas pour les punaises. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Citoyens, punissons les crimes de ces immondes calotins.
N'ayons pitié que des victimes, que la foi transforme en crétins, que la foi transforme en crétins. Mais les voleurs, les hypocrites, mais les gros moines fainéants, mais les escrocs, les charlatans, pas de pitié pour ces jésuites. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Que la haine de l'imposture inspire nos votes vengeurs. Expulsons l'horrible tonsure, hors de France les malfaiteurs, hors de France les malfaiteurs. Formons l'union radicale, allons au scrutin le front. Pour sauver le pays, il faut une chambre anticléricale. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. C'était la Marseillaise anticléricale, Marc Augeret. Et donc dans cette deuxième partie, on va revenir sur le Josso caricaturiste et Josso affichiste. Et je vais commencer justement par lire un texte donc dans ce bouquin que j'ai emprunté à la bibliothèque, et qui est une lettre qu'il écrit à Clément Janin. Une lettre qui est datée de 1897. J'entends sans cesse répéter derrière mon dos, ce que fait Josso n'est pas de l'art. Évidemment, ce n'est pas de l'art, puisque c'est de la caricature et que la caricature est considérée comme inférieure. Pourquoi ? Parce que les plus révolutionnaires subissent les préjugés de l'école et restent imbus de vieux clichés sur le beau, avec un B majuscule. Nous a-t-on suffisamment rasé ? Nous restons encore assez avec le beau, ce mot que nul n'a jamais pu définir. À mon avis, une gueule tirée, tordue, déformée par la souffrance, la colère, le rire ou la frayeur, et 1000 fois plus belle, avec un B majuscule, malgré la laideur, que la tête insipide et inexpressive de la Vénus de Milo. Ah, l'expression et le mouvement, c'est l'art tout entier. Baudelaire a perdu une riche occasion de poser sa plume et de rouler une cigarette le jour où il écrivit « Je hais le mouvement qui déplace les lignes et jamais je ne pleure et jamais je ne ris ». C'est ce qui nous a amené la bande des Symbolos avec leurs bonnes femmes droites et longues, ô combien, tenant des lys tout droits dans leurs mains aux doigts longs. Pour réagir contre cette tendance, les critiques ont crié de regarder la nature, mais ils ont omis de spécifier si c'était avec les yeux ou avec le cerveau. Parbleu, le premier imbécile venu, peu après 10 années de travail à l'atelier ou de croquis dans la rue, arrivait à planter un bonhomme. Mais il sait descendre un navet, s'il ne dessine pas ce bon élève, sans tempérament, incapable d'une incorrection. Je crois m'inspirer davantage de la nature que mes confrères qui travaillent d'après nature comme les photographes. Voilà ce que je voudrais que vous fassiez comprendre à tous ces crétins qui ne savent pas, ou plutôt qui ne veulent pas lire entre les lignes bistournées de mes dessins. Donc effectivement, là, on peut revenir sur son style de caricaturiste. Qui est un style effectivement révolutionnaire à cette époque-là, même aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la caricature est plutôt timorée. J'accepte Camus, évidemment, de cette tendance. Mais quand on voit les dessins de Plantu, enfin maintenant il ne dessine plus dans le monde, il a pris sa retraite, mais voilà, c'est l'archétype du dessin sage, mesuré. Et d'ailleurs Plantu était un peu comme ça, qui disait que oui, voilà, quand on est caricaturiste, on ne doit pas faire n'importe quoi, il faut quand même, etc., respecter certaines... Non, un caricaturiste qui ne respecte rien, je suis désolé, comme Josso, ou comme
tous ceux que ma camarade a cités en début d'émission. Voilà. Nous, on a vu la petite fille, on a interviewé la petite fille, justement, de Jules Grandjoin. Jules Grandjoin, un caricaturiste célèbre, au même titre que l'était Josso, peut-être plus même, parce qu'on ne contestait pas son graphisme. Et on peut dire que cet homme-là, jusqu'à sa mort, qui était un bon grand-père, qui était tout ce que vous voulez, un bon père de famille, etc., mais qui avait, si vous voulez, une plume et qui cassait la gueule à toutes les idées reçues et toutes les idées bourgeoises, etc., etc. Voilà. Ouais, alors Josso, c'est vrai que ces caricatures, on voit à partir de 1896, il y a un trait qui est gras, il y a du cerne noir, et donc il y a ce qu'il dit dans cette lettre, il y a effectivement de la distorsion, des volutes, c'est très insistant, et donc il s'attaque à l'Église, il s'attaque à la bonté, aux militaires, il s'attaque à tout ce qui l'a dérangé dans sa vie, et donc il y a aussi ce qui est important quand même, il y a toujours une légende dans ses dessins plus ou moins longues, mais il y a une légende qui explique un petit peu le dessin, et donc je disais qu'il avait participé dès sa création à l'assiette au beurre, et pour lui l'assiette au beurre a été quelque chose d'important parce que en fait c'était 18 pages sur un seul thème, donc ça permettait d'aller justement loin dans ce qu'on avait envie de raconter dans un numéro. Donc Josso a fait plusieurs numéros à lui tout seul, ça veut dire quand même effectivement quand on parle de 300 dessins c'est énorme, donc un numéro complet, effectivement 18 pages de dessin, quoi. Et voilà une légende, tu parlais de légende de ces dessins, on voit un type, en fond il y a les cheminées d'usine qui fument, et on voit un patron, il n'a pas une tronche vraiment avenante, avec un clope dans la bouche et qui fume, et qui dit pour empêcher mes ouvriers d'aller s'empoisonner dans les cabarets, je diminue leur salaire, je suis un philanthrope, moi. Voilà, puis après il faut voir justement la tête du patron, quoi. Du philanthrope. Ouais. De même qu'il a fait une série c'est des curés qui sont à la queue leu, et en fait en bas il y a toute une série d'oies qui sont un devant, des oies bien blanches, donc il y a vraiment la distinction entre le blanc de l'oie et le noir de la soutane des curés, et ils se suivent à la queue leu, et donc là effectivement ils critiquent ce clergé qu'ils appellent bête comme des oies, quoi. Ça c'est assez implicite. Il dénonce aussi toutes les violences policières. Là il y a un dessin où on voit justement la police qui s'attaque violemment aux femmes, ça s'appelle les gardiens de la paix, donc il y a une femme qui est prise au cou et qui est absolument maltraitée, quoi. Il s'attaque aussi à la politique de la natalité, hein, où là on voit une maman avec donc tous ses enfants autour d'elle, avec une bulle qui explique justement tous ces gamins-là. Et il faut vraiment, je pense que son style est vraiment reconnaissable. C'est un style, c'est des dessins qu'on a déjà vus, parce que quand on les regarde, on reconnaît ce style. Alors Josso, même au moment de la guerre de 14, ça c'est important, il est resté pacifiste. Ce qui n'était pas le cas des trois quarts même des syndicats de la CGT, où il y avait vraiment voilà, ou même chez les anarchistes, hein, il y avait cette union sacrée qui a quand même un peu tout, même justement on avait vu avec Jean Grave dans les Temps Nouveaux, là où l'union sacrée avait fait un peu disparaître le journal à ce moment-là. Et donc lui a fait même aussi un dessin sur la guerre de 14, c'est un mutilé qui revient, et on lui répond oui mon garçon, vous êtes mutilé, mais il y en a des tas comme vous, quoi. Donc pour lui effectivement il fallait pas aller à la guerre, quoi. Il fallait aller jusqu'au bout de ses convictions, quoi. Le dessin dont je parlais là sur le livre de Yann de Mello, donc justement c'est ça, ce sont trois anarchistes qui sont côte à côte, avec Josso qui se dessine un peu plus en avant de dos. Et justement les anarchistes disent il est d'aucun groupe anarchiste, il a le culot de se réclamer libertaire, quoi. Parce que lui effectivement, se disant individualiste, il pense que l'individu doit déjà commencer par se libérer, quoi. On ne peut pas ne pas être d'accord avec le père Josso. Oui, alors c'est vrai que la révolution c'est son trait, parce que à cette époque-là on avait une ligne claire, si on peut dire ça comme ça. Et lui, il s'est ramené avec ses gros sabots, c'est-à-dire ses gros traits, ses gros cernes noirs, et sa simplification extrême
du dessin, enfin de ce qu'il représentait, de ces personnages, etc., et de toutes ces... Il les dégageait de toutes les conventions que quand même beaucoup de caricaturistes observaient encore, même s'ils étaient d'obédience libertaire ou voilà, ils n'étaient pas du tout, même s'ils étaient radsoc ou de toutes ces tendances, voilà. Et à cette aubeur, par exemple, par Josso, où on voit un curé dans le fond, sur un fond noir, un curé et un militaire avec chacun une matraque dans la main et qui tape sur un gamin, voilà, qui a un bandeau autour de la tête. Ouais. C'est ça, Josso, il respecte vraiment absolument aucune convention. Il se fout littéralement de la gueule des puissants, voilà. Ouais, de même que effectivement, il critique le clergé qui est nourri par les impôts, qui fait rien. Enfin, c'est ça qui parle dans chacun de ces dessins. Il y a un truc qui est caricaturé avec trois prélats là que ils sont que trois, puis c'est en gris. Et le commentaire de Josso, c'est croassé, pas croissé, mais croassé. Mais ne vous multipliez pas. Voilà. Comprenne qui pourra, mais enfin, c'est quand même assez clair de cet esprit de Josso. Ouais. Alors après, il a donc fait cette carrière aussi d'affichiste. Hein. Donc il a fait 22 affiches publicitaires. Alors bon, certaines ont peut-être disparu. Et il aimait... alors certaines ont été même... immense, jusqu'à une pour Sopiquet qui faisait jusqu'à 6 mètres de large, quoi. Il aimait bien avoir toute cette dimension pour pouvoir travailler, et il avait un contrat d'exclusivité qu'il l'a engagé pour 5 ans avec Victor Camis qui était l'imprimeur, mais il s'est brouillé avec lui, donc voilà, après il a recommencé, mais plus tard, une carrière d'affichiste. Au début de sa carrière d'affichiste, en fait, on sent pas le libertaire, parce qu'en fait, faire de l'affiche et de la publicité, c'est travailler quand même pour des industriels. Donc là, il n'est pas forcément contre le système. Donc une de ses premières affiches, donc je l'avais dit, c'est pour un producteur de pain d'épices dijonnais. Et là, on a 2 poupons, alors vraiment des poupons habillés avec des robes qui froufroutent et tout, qui se partagent chacun un pain d'épices. Et comme dans un monde des adultes où ils se battent pour leur survie, donc avec une police d'écriture vraiment de publicité et voilà, des couleurs très contrastées dans les bleus, les rouges. Et l'affiche qui est très grande, c'est pour Sopiquet. Hein. Donc il y avait 5 célébrités de l'époque. Il y avait un député de Pontarlier qui s'appelle Philippe Brenier, il y a Yvette Guilbert, il y a Henri Rochefort, il y a Sarah Bernard et Alcide Bruand. Et on les voit tous autour d'une table en train de manger des sardines. Avec une sardine dans la bouche. Voilà. Donc le commentaire de cette affiche, le commentateur dit: la scène fait probablement allusion au rapport parfois conflictuel entre tous ces personnages sur un mode plutôt grivois, effectivement. Si on voit ces femmes qui mettent leurs sardines, qui sucent leurs sardines. Voilà. Il a fait aussi donc une affiche pour Guignolet Cointreau, voilà, avec c'était Guignolet, donc qui est représenté par un bonhomme qui a une tête qui a un Pierrot avec une grande collerette, qui tient son verre de Cointreau à la main, et ça peut être une référence aussi aux marionnettes de Guignol. Oui, il y a aussi une lecture érotique de cette Voilà, il a fait donc une affiche, elle, qui est importante. Ça s'appelle À bas les calottes. C'était pour le journal anticlérical L'Action. Donc là, c'est À bas les calottes, et justement, c'est pas la calotte, parce que les calottes, ça représente ça peut représenter autant le clergé que l'armée et la justice, quoi. Oui, c'est tout, les rabbins ou les mollahs. Voilà, tous les pouvoirs dominants, tout ce qui nous domine dans la société, quoi. En face d'une rivière, du côté de la Nile, près des amas de pierre qui restent de la Nile,
dans la tranchée des peupliers, vite on se défile en cachette, braquant le fusil sur l'ennemi, prêt à presser sur la gâchette. Aux abords de la nuit, lorsque descend la nuit, dans les boyaux, on se défile en cachette, car la mitraille nous fait baisser la tête. Si parfois un obus fait tomber un poilu, près du cimetière, on dérobe ses débris aux abords de la nuit. Le jour, on se repose après 6 jours de turbin. Ce qu'on fait, c'est la même chose, on va se laver un brin. Aux abords de Metz, c'est ça qu'ébat de regarder tous ces militaires se laver, se brosser, se frotter les pattes aux effets de la bonne eau claire. Au village de la nuit, lorsque descend la nuit, après la soupe devant quelques bouteilles, les poètes de vin se comportent à merveille. Allons mon vieux cabot, vite encore 1 kilo, afin de nous faire oublier les ennuis des environs de la nuit. V'là la soupe qui s'achève, on prépare son fourbi, car ce soir c'est la relève, on va quitter la nuit. Des provisions et son bidon, voilà ce que jamais on oublie. Au petit bois, je connais l'endroit où l'on surveille sa patrie. Aux environs de la nuit, lorsque descend la nuit, comme on ne peut se payer une chambrette, le brave troupier se prépare une couchette dans un trou ténébreux, faisant des rêves affreux. Il se relève pour veiller l'ennemi aux environs de la nuit, connaissant bien leur thème, marchant d'un pas hardi. Les poilus de la 5e au 69, il dit, s'en vont bon train, tous bons copains, ensemble ils ne freinent pas les boches. Si l'ennemi tue un ami, il l'emporte loin de ses rosses. Aux environs de la nuit, lorsque descend la nuit, le brave troupier est couché sur la terre. Dans son sommeil, il oublie la misère. Si la paix venait sous peu, comme nous serions heureux, plus de massacres, nous verrions nos pays qui sont loin de la nuit. Plus de massacres, nous verrions nos pays qui sont loin de la nuit. C'était Du côté de la nuit, Francis Lemarque. Et donc là, on va parler dans cette dernière partie de Josso, aquarelliste, peintre et écrivain. Donc écrivain, bon, il a publié beaucoup d'albums aussi avec des caricatures et il a beaucoup écrit. Mais on va peut-être commencer par parler de son travail d'aquarelliste et de peintre. Oui, tout à fait. Aquarelliste, surtout d'ailleurs, parce que des œuvres de peinture sont surtout des aquarelles. De Bretagne, où il a séjourné quand même 13 ans, je crois, un truc comme ça. Peut-être pas en continu, mais où il est venu régulièrement travailler. Et effectivement, elles n'ont pas une personnalité. Parce que quand on voit
quand on voit son graphisme de caricaturiste, vraiment assez violent, ses gros traits, ses aplats rouges, noirs, gris. Voilà, parce que c'est pas... ces caricaturistes, il y a des caricaturistes qui faisaient des couleurs comme à l'aquarelle, etc., au crayon de couleur, tout ce que vous voulez. Mais lui, c'est des aplats, voilà. Il a donné aussi, il a comment dirais-je, refait, ou inventé, plutôt, pas que refait, mais inventé, une manière de colorier ces caricatures avec ces aplats, ces gros traits et ces aplats, et ça se marie effectivement vraiment très 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 bien, avec des fonds blancs parfois, des arrière-plans gris et des premiers plans, quand il y a des flics par exemple, qui sont représentés assez souvent dans son travail, les flics en noir et des manifestants plutôt coloriés, mais toujours des aplats. Voilà. Et ça renforce, c'est même la même chose pour ses affiches, ça renforce l'impact visuel de son travail. Voilà. Et on peut dire que pour ça, il est vraiment révolutionnaire. Or, sa peinture, ses aquarelles, qui sont très très bien foutues, qui sont très très belles, mais qui ne possèdent pas une personnalité comme ces caricatures. Voilà. Ma camarade disait que ça la faisait penser à Rivière. Bah oui, ça fait penser à Rivière. Ça fait penser à des tas de gens de ce style, par le graphisme, qui est un graphisme qui est très proche, justement, oui, effectivement, de Rivière. Voilà. Il y a aussi des aplats, mais c'est des aplats plus légers, avec un trait plus léger. Mais bon, c'est pas significatif, c'est pas une signature. Voilà, si on vous fout du Josso peintre dans une expo avec d'autres gens de son époque, vous serez incapable de citer, de dire ah oui, ça c'est un Josso, j'aime beaucoup. Non, vous direz c'est un Rivière, vous direz tout ce que vous voulez, mais voilà ça. Et bon, mais donc son vrai métier, si on peut en déduire que son vrai métier, c'est celui de graphiste, caricaturiste, affichiste, mais pas de peintre ni à l'aquarelle, ni à l'huile. Je ne sais même pas s'il a fait de l'huile. Ce qu'on voit, c'est surtout des aquarelles. Ouais, qu'il a peint aussi. Alors donc il y a celle dont on parle de Bretagne, hein, et puis après en Tunisie où il a continué à faire de l'aquarelle. Alors là peut-être qu'il y avait des huiles, oui, c'est possible. Mais c'est pas non plus significatif. La peinture orientaliste, alors c'est un peu curieux parce qu'il considérait que l'Afrique du Nord c'était l'Orient. Bon, l'Orient c'est plutôt plus loin à mon avis, hein, c'est plutôt l'Asie, parce que l'Arabie, tout ça c'est le Moyen-Orient, donc l'Orient c'est plutôt la Chine et tout le contexte asiatique, quoi. Voilà, la géographie, tout ce que vous voulez. Mais là, non, c'est pas, c'est de la peinture, comment il disait, moyen-orientale. Voilà, c'est un style qui s'est développé pendant les colonies françaises, surtout à la fin du 19e, au début du 20e. Mais là aussi, vous le mettez, nous on l'a vu dans les expositions au musée Branly, là il y a eu des expositions sur la peinture coloniale. Bah voilà, il aurait pu très bien, il y a peut-être figuré d'ailleurs, à ce moment-là on n'a pas fait attention, mais il aurait pu figurer et il aurait été noyé dans le flot de toutes ces peintures qui ont avec tout à peu près le même style. Voilà. Ouais. Alors là, moi j'en ai une sous les yeux, hein, c'est vraiment, il a réalisé, il a un EFTA donc en Tunisie, donc ce sont des palmiers. Alors on voit beaucoup des troncs, c'est une suite de troncs effilés avec les feuilles de palmier en haut. Alors vraiment avec des couleurs très vives, très chatoyantes. Hein. Il y a du mauve, il y a du jaune, il y a du vert clair. Il y a vraiment plein de reflets violets sur ces troncs. Il y a du jaune sur le sable. Enfin c'est vraiment des très belles couleurs. En fait, on sent que là il attrape la lumière, quoi. Il a vraiment envie de nous communiquer toute cette lumière et que le soleil lui fait quand même beaucoup de bien. Quoi. Oui, il y a non, incontestablement c'est un bon peintre orientaliste, mais encore une fois, même dans les sujets, on aurait pu penser qu'il fasse, si vous voulez, qu'il représente vraiment l'exploitation coloniale qui sévissaient en Tunisie, qui sévissaient en Algérie, qui sévissaient au Maroc. Mais non, même pas. Voilà, il peint des scènes de la vie quotidienne, mais qui n'ont pas
si vous voulez, de référence révolutionnaire, hein, on peut pas dire. C'est vraiment là où il y a peut-être, là j'ai sous les yeux mais c'est plus proche de la caricature, on voit un colonial avec un grand nez, on pourrait dire un truc antisémite, et puis plein de petits garçons avec des fez qui vont probablement à l'école. Bon, voilà, ça c'est limite, hein. Mais le reste, oui, comme le cite ma camarade, c'est des jolis palmiers, comme il en a fait d'ailleurs dans ses paysages de Bretagne, hein. Il a fait aussi des jolis arbres en bord de mer. Là, c'est pas des palmiers, c'est des pins. Mais voilà, c'est pas non plus transcendant. Ouais, et en fait, c'est vrai qu'il a essayé de mêler aussi un peu la moquerie dans ses peintures. Apparemment, j'ai l'impression qu'il n'a fait que des aquarelles, hein. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de lui, d'après ce que je peux voir là. Et puis la moquerie, je la vois pas. Si tu veux. Par exemple, là, j'en ai une sous les yeux aussi. Il milite donc pour la reconnaissance artistique de la caricature. Et là, il y a une toile. C'est une croix. Et on voit donc en bas, il y a c'est un dessin qui est paru dans l'Imagier. Il raille un peu l'iconographie et le style des nabis en même temps que les coutumes bretonnes, quoi. C'est un mélange. Ah ouais. Oui, mais là, c'est plus proche de la caricature que de la peinture. Mais c'est de l'aquarelle, quoi. Il y en a une autre qui s'appelle Chez le notaire, qui a été faite en 1911. Donc, il fusionne peinture et caricature. Donc, on voit un homme de loi qui... il y a à côté il y a deux personnes qui sont un petit peu intimidées par cet homme de loi, comme peut l'être n'importe quel personnage lambda devant un représentant un notaire, effectivement, quoi. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai que la peinture nous a moins séduit qu'effectivement toute... Elle nous a pas interpellé, quoi. Que sa caricature, oui, on la prend en plein pot dans la gueule, comme ses contemporains. Je crois qu'aujourd'hui encore, si vous voulez, comme je vaguement esquissais tout à l'heure la critique des caricaturistes d'aujourd'hui, encore une fois, hormis Cabu, j'allais dire Plantu, hormis Cabu, hormis comment dirais-je, Wolinski, hormis Reiser. Il y a aussi Josso, donc écrivain, parce que en fait il a une production énorme quand même, il a pas arrêté, quoi. Donc il y a écrivain parce qu'il a publié des albums comme Viande de bourgeois, donc c'est rédigé et illustré, ça a été fait en 1905 quand il revenait de son deuxième voyage en Tunisie. Donc là, c'est un scénario très fantasy. C'est un groupe d'anarchistes qui est à la poursuite d'une bombe maladroitement égarée en Tunisie. Donc, il se moque un peu de ses compagnons et dénonce les méfaits de la colonisation. Voilà. Il a écrit aussi Plus loin que le tonnerre de Dieu. Donc, c'est un roman magico-burlesque. Et sur la couverture, c'est un diable avec un diable vert avec une grande bouche, des lèvres très très rouges. Et il préparait un numéro un peu sur les spirites. Il a écrit donc Le Sentier d'Allah, ça c'est quand il a commencé sa conversion. Mais là, le foetus récalcitrant, où là il règle ses comptes avec l'éducation, tout ce que l'éducation, tout ce que les parents peuvent... comment des parents peuvent meurtrir un enfant par des contraintes éducatives, par leur autorité malvenue, quoi. Voilà. Et ce que je vais lire, c'est que c'est un extrait de Goutte à Goutte. Goutte à Goutte, c'est le dernier ouvrage qu'il a commencé à écrire. Donc c'est un manuscrit dactylographié, mais qui est demeuré inédit et je pense inachevé quand il est mort en 1951. Donc voilà comment il explique. Il dit: tandis que le sablier du temps s'emplit grain par grain, ma vie coule goutte à goutte. Et chacune de ces gouttes humecte une déception, un désespoir, une tristesse, une désolation, tout ce qui donne des charmes à l'existence. Me voici vieux, très vieux, quoiqu'encore alerte et en parfaite santé. J'éponge sur mon visage les gouttes de sueur provoquées par la canicule de mon 85e été. Transpirerai-je encore longtemps, longtemps? Quand serai-je refroidi? Chilossé, attendons. Je regarde derrière moi, je revois ceux que je connus jadis, tous ont cessé d'être, quel cimetière! Je tente de les ressusciter, de revivre un temps qui ne reviendra pas. J'obéis ainsi à la manie des vieux radoteurs, c'est de mon âge, excusez-moi. Alors voilà un extrait. Au bord du trou terminus de ce fameux trou laïtou dans lequel nous dégringolerons tous, la modalité des contingences ne m'apparaît plus comme je l'envisageais au début de ma vie. La dépense d'énergie, le travail, la précipitation, toute l'agitation à laquelle se livrent les hommes pour gagner de l'argent ou simplement pour tuer le temps me semble vaine maintenant.
À quoi bon nous donner tant de mal, puisque toute notre fatigue doit être enfouie avec nous dans le trou terminus? En me posant cette question, je me croise instinctivement les bras. Mes amis s'inquiètent. Comment vous ne dessinez plus, vous ne peignez plus, vous ne faites plus rien, comme vous devez vous ennuyer? Je leur réponds que je suis trop occupée pour connaître l'ennui. Le matin, je me lève, je m'habille, je fais chauffer mon chocolat, je l'ingurgite, je procède à ma toilette, j'allume ma première pipe. Je constate alors que ma provision de tabac est épuisée et je sors pour aller la renouveler. Quand je rentre, j'égrène les petits pois que je destine à mon déjeuner. Quand ils sont égrenés, je les jette dans une casserole et je place la casserole sur le fourneau. Et cela continue ainsi tout le cours de la journée. Je trouve rarement quelques instants pour méditer. Il se présente parfois, cependant, alors que je cherche à résoudre le grand problème: qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? C'est une distraction comme une autre, elle vaut bien les mots croisés. À la dernière des 3 questions, je serais tentée de répondre au trou terminus, si le tchèque de la confrérie de Mostaganem, dont j'ai déjà parlé, ne m'avait enseigné qu'après ma mort, une faible lueur, la lucidité de ma conscience se dirigera vers la grande lumière du monde infini. Je suis bien trop bien élevée pour me permettre de le contredire, quoi qu'on puisse soutenir avec tout autant de plausibilité la thèse que voici. Au fond du trou terminus, nous roupillerons profondément, sans faire de cauchemar, et ne nous réveillerons jamais. Pour ma part, si j'avais la liberté de choisir, ce serait cette dernière hypothèse qui aurait ma préférence. Cesser d'être, ne plus rien voir, ne plus entendre, ne plus sentir, les hommes me foutant enfin la paix avec le repos éternel par-dessus le marché, c'est la grâce que je me souhaite. Ouais. Et c'est curieux cette histoire de lumière de la mort, etc. Parce qu'il y a beaucoup de récits de gens qui sont morts cliniquement et qui se sont réveillés après quelques secondes ou minutes et qui ont effectivement, ils décrivent cette lumière. Et déjà au 19e siècle, début du 20e, on en parlait. Enfin, c'est un cheikh arabe qui en parlait. Donc pas quelqu'un qui avait fait des sciences, etc., etc. Donc c'est une croyance qui est beaucoup plus ancrée dans l'esprit humain qu'on pourrait l'imaginer. Ouais. Et en fait, c'est sûr. Moi, je suis d'accord aussi avec le repos final. Plus faire de cauchemars, ça, super. Ça te parle. Plus entendre les conneries de mes contemporains et les miennes, etc., etc., etc. Et là, on sent effectivement, il a perdu sa maman à 3 ans, sa fille quand elle avait 11 ans, sa femme est morte 4 ans avant. Voilà, il n'a plus rien à attendre, si ce n'est effectivement, il a 85 ans, il attend la mort, quoi. Enfin, et donc il écrit ce texte. Je ne sais pas si on peut l'avoir quelque part. Je l'ai pas trouvé, ce texte, goutte à goutte, quoi. Mais en tout cas, les bribes de texte que tu viens de nous lire, c'est très éclairant sur la lucidité de cet homme, voilà. Parce que ce qu'il dit, j'y souscris à fond, voilà. C'est pas parce que on ne peint pas, ça m'arrive, hein, de pas peindre, ça m'arrive de pas dessiner, etc., qu'on fait rien. Pas du tout, on peut. Mais je t'ai beaucoup reconnu dans sa façon d'expliquer sa journée. Quand tu me dis qu'il te faut 2 heures pour commencer à démarrer la journée, je me suis dit, c'est ça. Chaque chose du quotidien, arrivé à un certain âge, en fait, prend du temps. Et c'est bien aussi qu'il y ait tout ce temps pour ça, quoi. Tout à fait. Non, mais voilà, je peux vous dire. Non, je vous décrirai pas, c'est pas la peine de. Si je veux que Mike Eman me fait des grands signes. Non, surtout. Bon, alors donc, vous êtes tranquille. Voilà. Et donc, on a pu faire cette émission donc grâce à ce bouquin que j'ai emprunté à la bibliothèque, sur cette exposition à la bibliothèque Forney. Et à Lolo. À Laurence, qui nous a permis quand même de découvrir Gustave Josso, et au blog d'Henri Villetard, qui est le spécialiste de Josso, qui a vraiment, je mettrai en lien, il y a vraiment tout ce qu'on a dit, on en a dit vraiment une infime partie, simplement vous donner envie de découvrir Josso. Et on a pu aussi regarder un petit film sur une plateforme Vimeo qui s'appelait justement De Gustave Josso à Abou El Karim, qui nous a mis un peu dans le bain de son parcours, quoi. Oui. Voilà, mais quand ma camarade dit une infinie, une minime partie, enfin bon, si vous voulez, chaque fois qu'on vous parle d'un artiste, on n'en dit pratiquement rien. On essaye seulement de vous donner l'envie de vous faire votre idée, votre opinion, votre avis, en cherchant vous-même les informations comme nous on les cherche. Et là, vous aurez la totale, ça peut durer même des jours, hein, je veux dire.
Je suis le vieux père la purge, pharmacien de l'humanité. Contre sa bile, je m'insurge avec ma fille égalité. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des affameurs de l'univers. Son mal vient des capitalistes, plus ou moins gras à la rongée. En avant les gars anarchistes, fils de marat, faut la purger. J'ai du pétrole et de l'essence pour badigeonner les châteaux, des torches pour la circonstance à mettre en guise de flambeau. J'ai du picrate, de potasse, du soufre et du chlore en tonneau pour assainir partout où passent les empoisonneurs de cerveau. J'ai du pavé et de la poudre, de la dynamite à foison qui rivalise avec la foudre pour débarbouiller l'horizon. J'ai poudre verte et mélinite, peu fameux produit mes enfants, pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres champs. J'ai pour les gaver de la table la bombe glacée à servir, du haut la balle au dirigeable, par les toits pour les rafraîchir. Voleuses et traîtres bourgeoisie, prêtres et bandits couronnés, il faut que d'Europe en Asie, vous soyez tous assaisonnés. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des affameurs de l'univers. Le Père la Purge par les 4 barbus. Toujours sur Radio Zoupante, la station de Rapin sans foi, sans loi et sans correct. Et attention parce qu'on peut vérifier combien de temps vous écoutez notre émission. Hein. On en a combien là de gens qui écoutent l'émission? Ça dépend, environ par mois, on en est à 1200, 1300. On a fait beaucoup mieux pendant le confinement, on était presque à 5000 personnes par mois. Voilà, le confinement, ça recommence vite. Pour nous, c'est le pied. Ouais. Mais bon, le principal, c'est que même s'il y en avait 3 qui nous écoutaient et qui prennent du plaisir, c'est pour eux qu'on travaille, quoi, ça suffit. Donc, je répète, Radio Sport, la station de Rapin sans foi, sans loi et sans corbeille, l'émission à Racaille, qui va bientôt se terminer par le culturel, le salut aux Amanches et la chanson de Billy Smell. Voilà. Donc, les expos. Alors, les expos, donc, il y a la semaine prochaine, lundi 27 et mardi 28 septembre, c'est les journées de l'Estampes, place Saint-Sulpice. En général, c'est des très bons moments de rencontre, entrée gratuite, hein, c'est en plein air, et c'est vraiment des belles rencontres avec des graveuses et des graveurs, et souvent des travaux de belle qualité, quoi. On est rarement déçus quand on va là-bas. C'est là qu'on a fait même plusieurs rencontres importantes. Et il y aura, on connaît Pascal Chauvin qui est une amie de Juliette, voilà, qui est une amie de Juliette qu'on avait rencontrée, qui nous a envoyé un mail qui sera, oui, Juliette n'y sera pas, mais Pascal Chauvin y sera. Il y aura Alice Amoroso aussi qui sera, donc je pense que, mais voilà, ça mérite vraiment le déplacement dans les nouvelles expos, en plus gratuites. Sinon, il y a toujours ce parcours sur la côte d'Opale où on peut voir des œuvres en plein air ou des musées entre Montreuil-sur-Mer et puis Étaples et en descendant même sur Berck. Il y a au musée des Beaux-Arts de Quimper, donc Henri Moret, hein, ça c'est grâce à Claude et William qui nous avait envoyé ce petit supplément des vacances du Finistère où cette exposition a l'air vraiment bien. Et après, il y a toutes les expositions dont on avait parlé jusqu'à présent. Il reste, je crois, Tempête et Naufrage au musée de la vie romantique. Et le culturel, maintenant, chers camarades de Tchomba. Alors les culturels, nous avons vu la semaine dernière, ça commence aujourd'hui, un film déjà de 99 de Bertrand Tavernier, c'est avec Philippe Torreton, bon, qui prend toute la place du film, mais quand même pas que, qui est instituteur donc dans un petit village dans le nord de la France et qui nous met face à toutes les limites de l'éducation, la pauvreté des familles, le chômage après la fermeture des mines, enfin voilà, toutes les conditions de vie difficiles, tous ces gamins qui survivent plus ou moins, enfin voilà, c'est tout y passe, quoi. Mais oui. il y a quand même un peu d'espoir. Bon, lui prend une place vraiment centrale dans le film, il gère tout, peut-être un petit peu trop. Quand j'ai réfléchi après, il prend peut-être un petit peu trop, il dirige un petit peu trop. C'est la vie des directeurs d'établissement. Hein, mais en fait, bon voilà, et c'est quand même un film qui nous a fait pleurer quand même un petit peu, qui nous a émus. Surtout toi, entre nous, moi je me contiens un peu quand même. Si on tombait dans les bras l'un de l'autre en pleurnichant,
Ça serait moins drôle. Voilà, et un film qu'on a vu, donc ça c'est grâce à ma copine Karine, parce qu'on aime bien, on avait bien aimé Audrey Fleurot dans la série HPI, qui est une série très divertissante, ça fait du bien, voilà. Oui, et donc les Reines du Ring, ce sont 4 femmes qui vont apprendre des catch pour se confronter à une grande équipe brésilienne ou cubaine. Cubaine ou mexicaine. Voilà, donc il y a un casting, donc Audrey Fleurot, il y a Marie-Lou Berry, il y a Nathalie Baye et Corinne Massiero et Dussolier qui est l'entraîneur de cage. Ah oui, et génial. Voilà, on a vraiment passé, moi j'ai beaucoup ri et c'est vrai que ça fait un bien fou, quoi. Non, oui, c'est... il faut dire qu'avec un casting de rigolote comme ça, bon... Moi j'ai beaucoup aimé Lou Berry, je trouve qu'elle est géniale, cette nana, cette petite fille, là. Enfin, elle est plus petite fille maintenant. Mais c'est un film, on est un peu dans l'exagération, bien sûr, mais c'est voulu. Mais moi, à aucun moment, ça m'a gêné vraiment. J'ai ri à cœur, à gorge déployée, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu veux dire que tu as pleuré à gorge déployée? Non, tiens, oui, bien sûr. Voilà, et dans les lectures, alors moi j'ai continué, donc toujours merci Claudie William qui nous a envoyé ce bouquin qui s'appelle une série qui s'appelle Le Prince des Brumes. Il nous a envoyé le livre 2, le Prince des Brumes. Donc le livre 2 que j'ai commencé, c'est le palais des délices, et j'adore parce que ça se lit bien, c'est entre le fantastique, j'ai lu que c'est de Carlos Ruiz Zafón qui au départ voulait écrire aussi pour les enfants. Donc la lecture est facile, mais c'est une belle écriture et on rentre vite dans l'histoire. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très plaisant. C'est vraiment un livre dont j'avais besoin en ce moment, donc je suis ravie de lire ça, quoi. Oh, tant mieux. Alors il y a le bouquin sur Josso, là, caricature de la révolte à la fuite en Orient. Bon, on vous en a dit assez, on va pas mouiller là-dessus. C'est un très beau bouquin, sauf qu'on ne peut pas l'acheter, parce que je ne sais pas s'il est encore en vente sur les sites dédiés. Mais bon, c'est très intéressant, c'est très... ça donne l'envie de fréquenter son œuvre. Hein. Et puis c'est tout. Bah oui. Alors vous êtes toujours sur Radio Soupente, à la station de Rapin sans fois sans sans Corbette, qui émet depuis un garni Purie et diffuse sur internet à racaille.fr. Et on va saluer nos amanches, Claude et André de la Nation, Karine de Montigny-les-Boudins, Marie-Christine Béguet du Gard, Claude et William, nos potes de Brest, Jean-Paul Souraz, un grand peintre, le coup de Kerbranche dans la banlieue Dunkerque, une petite rue sympa, une petite rue qu'on peut revoir, ces rues dans HPI, là, avec Fleurot et tout. Bon. Claudine, une camarade à ma camarade de combat. Jean Peluzzi, Val d'Oise, alors plus de nouvelles, c'est le blanc. Corinne, Joël et Anne-Emmanuel, Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ah oui, Joël, Joël. Voilà, pour 3 d'entre eux, ce sont des artistes qu'on aime beaucoup. Juliette Planck, on en a parlé, une graveuse qui viendra pas justement à ce show de gravure là, à Saint-Sulpice, hélas, parce que moi je l'aime beaucoup, son travail surtout. Clément, un graveur fou qui grave sur tout ce qui bouge, le grand sang de la gravure. Agnès Dubart, une graveuse émérite aussi, qui faisait dans le grand format, puis qui a un peu abandonné cette technique pour se reconvertir ou c'est pas quoi dire, pour se tourner les pouces dans une gravure plus petite et pas d'épargne. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 veuves d'artistes, dont 2, Colette et Jacqueline, consacrent leur temps à si vous voulez, continuer à promouvoir l'œuvre de leur mec. Liliane et Laurence, 2 écrivaines top niveau, des polars. Faut voir les écrivaines, hein, quand on voit qu'ils écrivent des polars, elles n'ont pas du tout le look d'écrivains de polars. J'ai fréquenté les écrivains de polars, je me souviens, c'était... une intervention dans des écoles d'un petit bled de Normandie, là.
Et il y avait toute une bande d'écrivains de polar, et croyez-moi, ils n'étaient pas tristes. Geneviève, bah oui, notre sorcière bien aimée, bien sûr, qui a trouvé son petit bistrot favori. Michel Pelloual, un artiste peintre qui était mon voisin du dessus, maintenant je suis plus en dessous, donc il n'est plus mon voisin. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants Tumulus. Cécile, tu es la 125e puissance. Oui, Cécile est la 125e puissance en tête. La Rose Flamboyante, une pointure aussi, qui anime 2 émissions sur la radio OVNI, une pour les enfants, une pour les adultes. Enfin, je ne sais pas s'il y a une vraie différence entre les deux, mais bon, c'est la convention qui veut ça. José Arthur, qui anime une émission musicale Le Mélange sur cette radio OVNI le dimanche après-midi, plutôt en fin d'après-midi. Les Champignons, un groupe musical que connaît ma camarade de combat. Ouais, j'aimerais bien pouvoir les écouter maintenant, qu'ils apprennent un peu des concerts, parce qu'apparemment il n'y a pas de concert prévu. Ah bon, d'accord. Enfin, avec un blast comme ça, un blast de groupe comme ça, c'est assez rigolo. Ouais, surtout qu'il passait vers la rue de Bagnolet, là, pas très loin de chez moi. Donc. Ah ouais. Alors, j'en étais donc aux Champignons. Alors, j'ai oublié, j'ai mis les Champignons. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, qu'on a découverte dans la librairie merveilleuse, l'empreinte de Florence Quenu, toujours à Bourg-Marlotte, qui expose de temps à autre des artistes du cru, mais qu'on n'y a pas des milliers d'artistes du cru, c'est pas comme au 19e siècle, où ils déferlaient de la capitale pour venir se coiffrer dans les auberges du coin et peindre à la Marauffet, par exemple. Bon. Enfin, il y en a encore quelques-uns, la tradition n'est pas morte. Colette et Alain, des mécènes de chez Mécène, que j'adore. Alice Amoroso, bah tiens, justement, une graveuse qui va exposer à Saint-Sulpice la semaine prochaine. Une toute jeune graveuse, qui est taille d'épargne, mais quelque chose. Elle n'épargne pas ses efforts, elle est bonne celle-là. Dominique Pollard-Ardouin, une galériste bien aimée, qui est hélas aujourd'hui disparue, mais pas son souvenir, qui est bien dans nos têtes. Nous, quand on aime, c'est pour la vie. Marie-Pierre, une mécène aussi, médecin à l'occasion, qui collectionne pas mal de gens intéressants. Marie Dognaud, une galériste vagabonde, qui expose aussi des gens très très intéressants. Et à Bourg-Marlotte, la galerie Carambedou et Marie-Louise, notre auditrice bien-aimée, ainsi qu'Anna, une peintre qu'on pourrait qualifier d'outsider, d'origine polonaise, une maître de conférence à l'université de Lille. Voilà, ça les ménage, j'adore sa peinture. Voilà, on a fait le tour. Et tout de suite, l'émission, on vous rappelle qu'elle est à l'écoute sur notre blog Arakai, au moins pour la vie entière. Et tout de suite, Faut vivre de ma camarade Mélisse Bell, avec mes salutations distinguées. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré
qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.